vit bien dans une crise de sensibilité, et pas que chez les enfants, mais aussi chez les adultes, parce que justement, on n'apprend plus. Cette sensorialité dont je parlais tout à l'heure, c'est un apprentissage. Le regard, ça s'éduque. L'écoute, ça s'éduque. La respiration, ça s'éduque. Le toucher, ça s'éduque. Et comme on est de moins en moins éduqué au dehors, puisqu'on vit dans des espaces très confinés tout le temps, que ce soit à l'école, à la maison, dans le monde virtuel, dans la voiture, on vit de moins en moins dehors. Du coup, on n'apprend plus à éveiller nos sens. Et le non-éveil de ces sens crée cette crise de sensibilité. Dans le mot sensibilité, il y a d'abord les sens, j'entends, je vois, je touche, je palpe, je perçois. Le sens, la direction que l'on donne, et le sens, la signification que cela a. Et quand ces trois-là sont reliés, eh bien, on a une sensibilité au monde qui nous entoure. C'est-à-dire, on rentre en attention vis-à-vis du monde qui nous entoure. On ne marche plus, là, la tête par terre, penchée à toute vitesse, en pensant à ce qu'on a fait le matin et à ce qu'on va faire le soir. Au contraire, on voit même le corps s'ouvrir, et se pencher sur ce qu'il y a autour de lui, s'absorber par ce qu'il y a autour de lui. La sensibilité va développer de l'attention au monde qui nous entoure, tout ce qu'il y a autour de nous. Du coup, on va se mettre à entendre un oiseau qui chante, on va se mettre à voir un papillon qui passe, on va être happé par le son d'une rivière qui, tout d'un coup, traverse à côté de nous. Eh bien, cette éducation à la sensibilité, elle est aussi très importante pour sa propre santé, pour son propre rapport au monde et pour le monde qu'il y a autour de nous. Quand on est sensible au monde autour de nous, on le regarde différemment, on lui prête plus attention et on le respecte davantage. Et quand on va prêter attention à l'ensemble du monde vivant, on ne va pas vivre de la même manière. On va éviter d'écraser, on va éviter de couper, on va éviter de saccager. On va faire en sorte que le monde vivant prenne toute sa place dans le vivant, et pas simplement le vivant anthropologique, mais l'ensemble du vivant. Et on va retrouver des liens avec ce monde vivant, ce vivant-là. Et c'est là-dessus que va se développer le savoir-agir, l'envie d'agir pour protéger le vivant. Parce qu'on a besoin du vivant pour vivre. On a besoin du monde bio-géophysique, quel qu'il soit. Notre existence, elle est dans des habitats, et des habitats qui sont toujours des co-habitats. On partage, notre espace de vie est partagé avec beaucoup plus de monde que les gens qu'on peut compter là sur le parc. On partage cet espace avec des arbres, des papillons, des oiseaux, des insectes. Et il faut savoir qu'on cohabite avec eux. Et donc, il faut aussi prêter attention à eux. Avec l'enseignant, ce qu'il peut faire, lui, dans classe dehors, c'est avant de se concentrer peut-être sur qu'est-ce que je peux faire en mathématiques, en français, est-ce que je peux déjà développer la sensorialité de mes élèves? Et donc développer la sensorialité, c'est quand on va dehors, on se pose et on fait des ateliers de développement sensoriel. On apprend à voir en regardant, en détaillant, en expliquant à quelqu'un d'autre comment c'est fabriqué, en prenant un crayon, en essayant de le dessiner, parce que quand on est face à un arbre, par exemple, qu'on veut dessiner, l'obligation de dessiner le plus finement fait qu'on va le regarder bien en détail. On ne cherche pas la beauté, on cherche à regarder, on cherche à développer le regard. On voit, on regarde, on observe. Ça, c'est un apprentissage. Quand on voit, on balaye large, mais quand on se met à scruter, on commence à voir des détails et à regarder l'autre d'une autre façon. Et on fait pareil avec tous les sens. On apprend à écouter, on se plonge d'abord dans le silence. Ça, c'est pas facile. Il faut d'abord que tout le monde fasse le silence. On ferme les yeux, on se concentre, puis on essaie de repérer partout autour de soi ce qu'il y a comme son. Qu'est-ce que j'entends devant, derrière, à droite, à gauche? Et puis on réouvre les yeux et on partage ce qu'on a entendu. Tiens, moi je ne l'ai pas entendu celui-là. On refait une deuxième fois l'exercice et on voit que ça s'est enrichi. On fait pareil avec l'odorat. L'odorat, il y a un enfant qui a les yeux bandés et un autre enfant qui l'emmène sentir quelque chose, puis le ramène et il doit trouver ce qu'il a senti, à quoi ça correspondait, qu'est-ce que ça lui évoquait comme odeur. Ça, ce sont des exercices qui sont tout faciles et qui vont préparer après à l'apprentissage scolaire. Parce qu'ils vont être en attention avec le milieu, parce qu'ils vont savoir que c'est à partir de ce qu'il y a là qu'on va pouvoir après faire des apprentissages scolaires.
Alors pour des enseignants qui ont envie de se lancer, bon, il y a déjà beaucoup de ressources en ligne, hein, énormément. Ça fleurit en ce moment, là, tout ce qui peut être partagé en termes de pédagogie du dehors. Et puis quand on n'ose pas trop, quand on a peur de perdre un peu l'attention de ses élèves, quand on a peur, si jamais il fait pas très beau temps, qu'est-ce que je fais, comment je réagis si un enfant fait ci, fait ça, eh bien il se fait aider par des professionnels du dehors. Et dans le monde de l'éducation à l'environnement, ce sont tous des professionnels du dehors. Ça veut dire qu'ils savent faire dehors. Ils savent gérer la sécurité, ils savent gérer la météo, ils savent comment rassembler une classe, ils savent ils savent aussi laisser un tout petit peu de jeu pour que finalement les enfants aillent aussi un petit peu explorer, leur donner un petit peu de liberté. Donc on peut aussi commencer en nouant un partenariat avec une association locale d'éducation à la nature. Et puis après, une fois qu'on a un peu libéré ses peurs, parce que c'est souvent ça, c'est la peur de commencer, eh bien on continue tout seul et là on fouille dans les ressources et on peut faire classe dehors toute une vie en fait, tout en continuant d'apprendre des choses.